Nous allons parler NFT, blockchain et tous ces sujets passionnants avec Yann Kasper Jakubowski et Phoebe Begbede. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites des titres, vous avez des métiers, je suis sûre que vos grands-parents ne comprennent pas vraiment ce que vous faites. Phoebe, tu es VC analyste et Yann Kasper, tu es blockchain développeur. La première question que j'ai envie de vous poser, je suis désolée, on a dû vous la poser 100 fois, mais qu'est-ce que c'est la NFT? D'ailleurs, on dit la NFT, le NFT, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est un NFT? Au-delà de ce que c'est les NFT, il faut plutôt prendre du recul sur qu'est-ce que le Web3 en général, ce qu'on appelle le Web3, c'est-à-dire le retour et plutôt l'essor de la possession numérique déjà, d'où découlent les NFT. En fait, tout ça, ça repose donc sur la blockchain, mais pour rester simple, sans trop de termes techniques, ce qui est important à retenir, c'est donc, ça permet une possession numérique, que ce soit de ces données, une possession monétaire ou une possession de droit de gouvernance, par exemple, c'est-à-dire un droit de vote, quoi, tout simplement, ainsi que de tout le contenu qu'on crée typiquement si on utilise aujourd'hui des réseaux sociaux. On a beau publier des photos sur Instagram, ces photos-là, elles nous appartiennent pas. C'est Instagram qui les monétise, qui se fait de l'argent dessus avec de la publicité, par exemple. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est vraiment la confiance que ces technologies-là, elles créent. Pourquoi la confiance? Parce qu'en fait, une blockchain, c'est juste une base de données gigantesque, infalsifiable, sécurisée et ouverte à tous. Donc ça veut dire que il ne peut pas y avoir de corruption, quelque chose qui est inscrit. Par exemple, j'envoie 10 € à Phoebe, c'est inscrit sur la blockchain, je ne peux pas derrière effacer mes comptes et dire non, en fait j'en ai envoyé 100, elle me doit 90 €. Et la dernière chose à retenir, je pense, qui est importante, c'est que derrière, il y a un mécanisme qui se crée qu'on appelle des smart contracts. C'est un bout de code qui s'exécute si certaines conditions sont réunies. Ça veut dire qu'en fait, si je promets à quelqu'un que si cette personne-là, je sais pas, se lève demain à 8 h et elle pointe le jour J, je lui envoie quelque chose, et ben en fait, si elle l'a fait et si les conditions sont réunies, on ne peut pas casser une promesse. C'est vraiment les 3 points principaux à retenir. Du Web 3. Voilà. Et alors les NFT, enfin là, le NFT fait partie du Web 3. Oui, exactement. Mais c'est vraiment un tout petit aspect du Web3. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler parce qu'il y a eu des grosses levées sur beaucoup de projets là-dessus. Mais en réalité, le Web3, c'est la DeFi, c'est l'infrastructure, c'est l'identité, c'est la gouvernance, c'est la sécurité. C'est en effet les NFT, la metaverse, tout ce qui est jeux vidéo. Donc c'est vraiment pas grand-chose aujourd'hui. C'est énormément parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui s'y sont mis, qui s'y sont intéressés et il y a beaucoup de use cases qui vont arriver à l'avenir sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment utilisé de manière régulière, c'est vraiment la DeFi qui a plusieurs fois... Tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors la DeFi, c'est de la finance décentralisée. C'est justement dans tout ce dont a parlé Jika sur le fait que on appartient, nos données nous appartiennent, donc nos données financières. Et aujourd'hui, il y a plus de 44 000 banques qui existent. 44 000 banques, qui font à peu près le même service, c'est-à-dire le prêt, c'est-à-dire le trading et tout ça. Alors que, justement, et donc ça porte énormément de coûts. Aujourd'hui, on dépense beaucoup, justement, d'argent dans toutes ces infras, dans tous ces emplois, alors que la crypto va simplifier ça avec uniquement une ou 2 entreprises vraiment avec ce service-là. Et le but justement du code, c'est de créer ça, que ce soit inarrêtable, mais qu'on peut toujours le faire progresser le plus. Vas-y. En fait, l'idée à retenir là-dedans, c'est vraiment qu'on se passe d'intermédiaire via du code typiquement, donc c'est vrai pour le système bancaire, qui du coup à chaque service doit se rémunérer et donc va tarifer tous les services qu'on fait. Par exemple, si je veux retirer à l'étranger, ça les arrange bien de me prendre 8 € sur mon prélèvement, premièrement. Ensuite, on se passe de tous les intermédiaires, que ce soit dans la musique, dans le jeu vidéo, dans les arts.
Typiquement, un artiste aujourd'hui, un rappeur, mettons, qui veut créer son album, il va falloir qu'il aille voir un label, qu'il aille voir une maison de production. C'est difficile de faire ça tout seul. Avec le système d'NFT et ce genre de choses, on peut imaginer, ça commence à être en cours, on est au balbutiement, donc vraiment il y a encore plein de choses à faire, et même les cas d'usage ne sont pas encore hyper définis, mais on peut imaginer que en fait, la base de fans va investir directement dans l'artiste, ce qui va lui permettre de se passer de ces labels, de ces intermédiaires qui certes apportent un peu de valeur, parce que sinon ils n'existeraient pas, mais en captent beaucoup plus de valeur que ce qu'ils en produisent, souvent, ça dépend après des cas. Quelle est la différence du coup avec une campagne de crowdfunding ? Effectivement, aujourd'hui, on pourrait se dire c'est à peu près la même chose. Derrière, après, on peut se dire qu'il y a une... Oh, la tuile. Non, effectivement, en vrai, aujourd'hui, c'est encore assez proche. Ce qu'il y a, c'est différent parce que aujourd'hui, par exemple, il y a tout un système d'investissement, en tout cas, nous, en tant que VC, où la boîte en tant que telle, aujourd'hui, le crowdfunding, il y a beaucoup moins de pouvoir pour les utilisateurs. Aujourd'hui, ça va être vraiment automatique, ça veut dire que ça va être beaucoup plus clair. Les tokens vont vous apporter, par exemple, un token de gouvernance. Alors, juste pour expliquer, un token, c'est quand on achète un bout de NFT, on achète un token, c'est ça ? Un NFT, c'est un token. Ok. Oui. Non, c'est plutôt ça. Donc c'est une part, on va dire, de boîte. C'est un peu géré comme une action. Et en fait, tout du coup va te permettre plus facilement par la technologie de pouvoir voter, prendre des décisions, faire même des propositions, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui en crowdfunding. Et il y a beaucoup moins de frais là-dedans. Ok. Juste, du coup, Yann Casper, toi, ton métier, c'est blockchain développeur. Comment on devient blockchain développeur ? En fait, déjà, je tiens à préciser que c'est juste un rôle de développeur. C'est juste que derrière, en fait, donc le code, c'est un outil et on adapte cet outil-là à des métiers différents. Donc là, en l'occurrence, je développe des applications plutôt en crypto-monnaie, etc. Mais globalement, je suis développeur, quoi. Et comment on devient développeur ? En fait, déjà, l'intérêt, c'est de comprendre comment sont faits les outils. Typiquement, moi, quand j'étais quand j'étais au lycée, j'utilisais des services type Facebook, etc., sans vraiment m'intéresser à comment c'était fait derrière. J'avais un service, je l'utilisais, bon, voilà. Et c'était mon grand frère qui fait le même métier que Phoebe, qui est donc investisseur dans des startups, qui a commencé à me dire « mais regarde l'envers du décor, en fait, il y a énormément de métiers derrière, qui créent des entreprises, et qui vont lancer un produit, etc. » Et c'est vraiment le fait de me dire, ok, de mes 10 doigts, comme des Lego, je peux être capable de créer un Facebook, un truc comme ça, de le sortir de terre, quoi, qui m'a donné envie de tester ces technologies-là. Alors comment on le devient ? Déjà, il y a énormément de ressources en ligne, gratuites. Ça, vraiment, avant de... Enfin, vous pouvez essayer tout seul sans engager vos dépenses, quoi. Vous pouvez essayer tout seul depuis chez vous. Il y a des tutoriels, il y a des vidéos YouTube, il y a vraiment 1 milliard de choses différentes à tester. Et ensuite, si on veut approfondir, il y a des gens qui se forment tout seuls, mais c'est assez compliqué. Il faut être quand même assez rigoureux, surtout quand on est jeune. Après, il y a des écoles qui existent, comme Ethic, par exemple. Et le plus important, c'est vraiment via... moi, j'ai surtout appris via mes stages, en fait, en immersion en entreprise. Parce qu'on a beau avoir des cours, on a beau faire des projets perso, etc. C'est très bien. Mais on n'arrivera jamais à une dimension assez importante qu'on a en entreprise. Donc typiquement une école comme Ethic où on peut faire des stages, mais en vrai dans toutes les écoles de la tech on peut en faire des stages, c'est important que dans votre école vous puissiez avoir une expérience professionnelle. Voilà. Phoebe, toi tu as fondé Women in Web3. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi retourne, enfin quelle est la mission de cette association ? Alors le but de l'asso c'était vraiment d'avoir un endroit, un peu un safe place pour toutes ces femmes qui hésitent à vouloir rentrer dans l'écosystème. Aujourd'hui, on est très peu. En DeFi, on est 2%. Dans le Web3, en général, on est 19%. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qui change de manière un peu radicale parce qu'il ne faudrait pas refaire les mêmes erreurs que dans le Web2, en tout cas au début. Et donc, on a créé cet asso pour plusieurs raisons. Pour le côté éducation, donc proposer des conférences intéressantes. Parce que j'avais déjà fait plusieurs conférences qui sont directement très techniques. Et donc, nous, on voulait un peu amener des introductions sur la crypto en général, sur les différentes blockchains, pourquoi utiliser Ethereum, pourquoi utiliser Starkware. Donc, sujet technique, mais en intro pour qu'elle commence pour après ensuite utiliser les mêmes outils qui existent pour les hommes depuis longtemps et avoir un peu un safe space
pour discuter avec des collègues, parce que malheureusement, parfois quand je vais en conférence, il y a 100 personnes, et sur les 100 personnes, il y a 2 femmes, et donc c'est toujours un peu dommage de ne pas avoir plus de femmes qui posent des questions, qui osent entreprendre et qui ont envie d'y aller plus loin. Donc, Aujourd'hui, ton métier, c'est VC Analyst. Qu'est-ce que c'est le métier de VC Analyst ? Alors le métier de VC Analyst, c'est plusieurs choses. En premier temps, c'est regarder les différents projets qui existent, les analyser, voir s'il y a une possibilité d'investir dedans, comment nous on peut aider. Parce que Adcast, c'est surtout un incubateur où en gros le but est vraiment de pouvoir laisser les entrepreneurs builder la tech. Et pendant ce temps-là, nous on va s'occuper de tout ce qui est opérationnel, donc les tokenomics, les levées de fonds, le HR, le légal, et pouvoir vraiment qu'ils se focalisent sur ce qui est important, parce que c'est quand même très technique ces sujets. Donc nous, ce qu'on va regarder qui est important, c'est vraiment le use case. Est-ce que ça a une vraie utilité pour les utilisateurs aujourd'hui du Web3 ? Le background de la team, c'est-à-dire d'où ils viennent, leurs études, ce qu'ils ont fait avant, est-ce qu'ils ont fait des hackathons, est-ce qu'ils ont gagné des hackathons. Ça aussi, c'est un bon moyen d'apprendre, je trouve. C'est de se jeter un peu là-dedans, d'essayer de rentrer dans une équipe et de travailler ensemble et de voir ce qui peut arriver. Ensuite, il y a quand même Women in Web 3, mais autres. Il y a plein de conférences aussi pour apprendre, pour justement se rencontrer des personnes, justement faire des stages dans ces boîtes-là, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de boîtes, en tout cas en France, dans la crypto. Il y a des très grosses boîtes comme Ledger ou Kaiko. Il y a aussi des beaucoup plus petites comme Morpho, Mangrove, etc. On est vraiment un super écosystème. D'ailleurs, il y a 2 très gros exchanges asiatiques, américains qui commencent à s'implanter en France, comme Binance et Crypto.com. Donc franchement, ça offre beaucoup de possibilités. Voilà. Yann Casper, vous parliez des cryptos, c'est un sujet qui est à la fois passionnant et qui peut paraître un peu obscur quand on n'est pas du sérail ou du milieu. Est-ce qu'un jour les cryptos vont remplacer les monnaies classiques ? Je pense pas. Je pense que les deux vont cohabiter. Mais en fait, il y a un truc à préciser, c'est qu'en France, ou dans les pays occidentaux en général, on a accès à des services bancaires très simplement. On est tous bancarisés globalement. Et donc on ne se rend pas forcément compte de la portée qu'il y a derrière. Mais quand on sait qu'il y a 1,7 milliard, je crois, de personnes qui ne sont pas bancarisées et qui, du coup, vivent dans des pays qui sont soumis à la corruption, qui n'ont pas des monnaies stables parce qu'il y a un contexte, je ne sais pas, de guerre, par exemple. Rien qu'en Algérie, moi j'ai des potes qui ont beaucoup d'argent en dinars, qui ne peuvent pas les sortir des dinars. Typiquement, ils veulent aller vivre autre part, ils veulent s'acheter une maison, ils ne peuvent pas convertir, ils n'ont pas le droit de convertir ça en euros pour aller vivre en France. Enfin, c'est compliqué, du moins. Et en fait, se passer d'intermédiaire gouvernemental bancaire comme ça va permettre à des gens qui sont dans des pays qui sont en situation de crise ou des choses comme ça, d'avoir accès à des prêts bancaires pour développer leur entreprise, d'avoir accès à des produits financiers et à une monnaie stable. Et donc sur ce ça permet de se passer des États, ça peut être un contre-pouvoir immense. Voilà, typiquement. Et en plus de ça, en fait, il faut savoir que sur les 1,7 milliard de personnes qui ne sont pas bancarisées, il y a 1 milliard de personnes qui ont un smartphone. Donc en fait, techniquement, elles ont accès à ces technologies-là et donc aux crypto-monnaies. Donc c'est assez simple de faire le lien, quoi. De se dire, elles n'ont pas de système bancaire fiable, on peut les faire passer le saut aux crypto-monnaies directement. Voilà. Si on s'intéresse au Web3, au monde des cryptos, quels sont le genre de métiers qu'on peut se retrouver à faire dans cet univers ? Alors pour le coup, c'est vraiment comme dans le Web 2, ça veut dire qu'il y a des jobs de tous les secteurs. Ça veut dire que dans le marketing, évidemment, il faut faire les mêmes missions. Ça veut dire trouver tout ce qui est community manager, c'est-à-dire tout ce qui va être content writing, écrire des articles, parler des différents points de la boîte, mais il y a aussi des boîtes de HR, donc comment recruter. Donc il y a ensuite évidemment des développeurs, parce que c'est quand même le 150%, je veux dire, de l'entreprise. Mais que ce soit même en termes légaux, des avocats, franchement, il n'y a aucune différence avec le Web 2 sur ce sujet-là. C'est juste forcément plus technique, il faut un peu mieux connaître l'écosystème, mais parfois on pouvait travailler très bien chez Visa et ne pas savoir comment marche le paiement sans carte, quoi. Et voilà, sans contact, pardon.
et juste travailler là-dedans et trouver ça et bien aimer cet environnement. Et c'est pareil pour la crypto, vous n'êtes pas non plus censé tout comprendre et c'est pas du tout ce que même ces boîtes-là espèrent. Enfin, elles savent très bien que c'est un monde un peu, c'est le début, donc vas-y. D'ailleurs, la finalité, aujourd'hui, comme on est au balbutiement, il faut quand même un peu comprendre comment ça fonctionne, etc. Mais la finalité de toutes ces technologies-là, c'est que que les gens lambda utilisent toutes ces technologies-là sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, on envoie un mail, par exemple, on s'en tape de comment ça fonctionne. Ça fonctionne avec un protocole SMTP, etc. En fait, on s'en fout. Juste, on envoie un mail et c'est la finalité qui compte. Et donc, il faut vraiment se dire, demain, je pourrais faire un transfert d'argent sans qu'on me prenne des commissions parce que j'envoie à ma grand-mère qui est en Pologne ou à je sais pas qui. Je sais que l'argent, in fine, arrivera bien au bon endroit. Je prends cet exemple bancaire, mais ça peut toucher tous les pans de la société. Pardon. C'est vraiment ça, il faut se dire, in fine, dans 10, 15, 20 ans, on espère qu'on utilisera tout ça sans même s'en rendre compte. Oui, tu disais ça peut toucher tous les pans de la société. Là, on a une application concrète, on voit dans se passer des intermédiaires bancaires, on imagine très bien ce que ça peut représenter. Est-ce qu'il y a d'autres domaines que le Web3 peut vraiment révolutionner? On parle aussi de l'art contemporain avec le NFT. Est-ce qu'il y a d'autres domaines? Clairement, typiquement, je vais prendre un exemple qui parle aux plus jeunes. Aujourd'hui, on joue à FIFA, donc c'est un jeu vidéo. Il y a un mode de jeu qui s'appelle FIFA Ultimate Team où en fait on possède des joueurs. Et chaque année, on doit racheter le jeu et on doit tout recommencer. On n'a plus les mêmes joueurs. On doit chaque année rejouer beaucoup d'heures ou alors remettre de l'argent pour avoir des joueurs, etc. En fait, c'est hyper frustrant. Typiquement, si on passe 100 heures sur un jeu pour avoir, je sais pas, Kylian Mbappé ou Neymar ou voilà, l'année d'après, on doit tout recommencer. Avec la possession d'objets numériques, digitaux, en fait, donc un NFT typiquement, on pourra dire, j'achète Mbappé une fois, en fait, je le possède et je pourrais l'utiliser dans d'autres jeux, je pourrais l'utiliser dans le même jeu, mais l'année d'après, ça continuera. Après, effectivement, sur cet aspect-là, il y a un côté légal de est-ce que Kylian Mbappé pourra apparaître dans un jeu où il mitraille des gens à coups de calache? Non. Mais en tout cas, on pourra utiliser cet objet-là dans plusieurs domaines différents, typiquement. C'est vraiment ce qu'on appelle l'interopérabilité. Voilà. Phoebe, toi, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Moi, j'étais à Dauphine. Donc, j'ai fait ma licence d'abord à Dauphine Londres, puis après, je suis arrivée à Paris pour finir ma L3, et après, ensuite, j'ai commencé un master finance. Et est-ce que toi, aujourd'hui, tu possèdes des cryptos? Oui. Lesquels? Alors, c'est un peu compliqué, mais j'en possède d'ailleurs. Déjà, je possède de différentes blockchains parce que je trouve qu'elles ont différents cas d'usage qui sont intéressants, que ce soit Ethereum, Cosmos, Avalanche, etc. Ensuite, je possède également des cryptos, plutôt des tokens de différentes entreprises auxquelles je crois, qui je pense ont de l'avenir et une vraie utilité derrière. Et ensuite, je possède également quelques NFT, plutôt pour le côté art, parce que je pense que c'est une vraie aubaine pour les artistes, cette technologie, parce que ça leur amène vraiment la propriété de leur œuvre. Et voilà. Quel conseil tu donnerais, Yann Casper, à quelqu'un qui voudrait faire ton métier, devenir blockchain développeur ou rejoindre le Web3? Tester tout seul chez soi, grâce aux ressources qui sont disponibles partout. Et en fait, surtout, là, la moyenne d'âge du salon, c'est quoi? C'est 18-20 ans, quoi, à peu près. En fait, vous avez le temps. Vous avez le temps d'apprendre, en plus des cours, oui, alors on finit à 16h, c'est tard, etc. Mais en fait, non, c'est vraiment un moment où on n'a pas d'obligation, on n'a pas d'administratif. Les seules galères, c'est mon petit copain m'a largué ou ma petite copine m'a largué. Donc vraiment, prenez le temps d'apprendre et ça fait un peu papa poule, mais ouais, testez quoi. Voilà. Et toi, Phoebe? Pour être VC, alors là, pour le coup, c'est vraiment comme VC pour le Web 2, pour les fonds, c'est-à-dire que avoir fait des études plutôt liées à la finance est toujours utile, avoir une expérience en entrepreneuriat pour justement voir un peu l'autre côté, comprendre c'est quoi les choses importantes dans une entreprise, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Si possible, le plus vite avoir des entreprises dans le Web 3, c'est toujours intéressant, ce sera toujours une plus-value. Et comme l'a dit Jika, vraiment apprendre, en savoir plus sur l'écosystème, poser des questions. N'hésitez pas, même sur Twitter et tout ça, mettez-vous sur Twitter. Ils sont tous sur Twitter, et n'hésitez pas à poser des questions. Les gens sont en général assez réceptifs parce que c'est encore très jeune et ils sont ravis que des jeunes s'intéressent à ce qu'ils font. Le Web 3, c'est un peu comme l'art contemporain en ce moment, c'est-à-dire que c'est l'art contemporain de l'économie.
où en fait, de l'extérieur, c'est très compliqué et on n'arrive pas à ouvrir la première porte. Et tu disais tout à l'heure, hein, très justement, il faut essayer. Je précise, parce que moi je sais ce que tu voulais dire, il faut essayer en dehors des cours, c'est-à-dire que c'est après l'école, à côté de l'école. Voilà, quelle que soit l'école que vous fassiez, l'école ne vous apportera pas ça, et donc il faut tester ailleurs. Mais la première porte, tu vois, c'est toujours ça qui est difficile, c'est la première clé de compréhension. Quand on est dedans, on comprend tout ce que vous avez dit, mais quand on n'est pas dedans, c'est vraiment comme quand tu vas voir une expo au Palais de Tokyo, quoi. Tu vois, tu dis j'ai dû louper un chapitre, mais il y a un truc que j'ai pas compris, quoi. Et la première porte de compréhension, pour toi, Phébé, c'est quoi? Pour moi, c'est vraiment peut-être des vidéos sur l'écosystème. Je sais que Ledger, par exemple, fait School of Block. Ils font des vidéos sur vraiment tout le début. Donc, c'est quoi la blockchain? C'est quoi un token? C'est quoi une crypto? Donc, je pense que ça peut être un bon début sur tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être important à savoir? Oui, c'est comme on l'a dit, lire. Et en fait, c'est vrai qu'il l'a dit, et je vais le redire, mais vraiment juste se mettre dedans, aller sur MetaMask, comprendre ce que t'es un wallet, comment un wallet fonctionne, puis après ensuite acheter une première crypto et voir pour comment ça s'est mis en place. Vous allez faire des erreurs. Moi, le nombre de fois où j'en ai fait, j'ai investi au mauvais endroit, où j'ai acheté, j'ai même mis la bonne adresse parce que bah voilà, on va un peu vite. Et donc ça, c'est des choses à faire attention. Pensez à la sécurité. On ne le dit pas assez, mais il y a énormément, comme c'est encore un milieu très jeune, il y a énormément d'hackers, il y a énormément de gens qui sont malveillants et tout. Donc toujours sécuriser ces cryptos parce que ça reste quand même un investissement. Donc que ce soit avec Ledger ou un autre wallet. Et voilà. Et non, vraiment par des vidéos, il y a énormément de vidéos simples. Il y a aussi Binance School, il me semble qu'ils font aussi des vidéos. Il y a plein d'articles dans ce genre. Moi, j'avais un ami qui m'avait dit, il était chez Télécom à l'école et il faisait tous les cours de blockchain de n'importe quelle école. Il allait à la Sorbonne, il allait à l'ENS, il allait à Polytechnique, il y allait, il venait, il passait les cours, il posait des questions aux professeurs. Parce qu'il y a plein de chercheurs et tout qui sont déjà mis dedans. Franchement, vous pouvez trouver plein de ressources sur Internet et même dans vos cours, même des livres et tout ça. Donc franchement, c'est surtout ça. Mais toi, au départ, tu n'as pas une formation technique? Non, moi j'ai commencé parce que le prof de philo d'un ami m'a dit « Ah, c'est super la crypto, il faut en acheter ». Donc j'ai commencé comme ça. Heureusement, c'était un bon filon, mais je ne le conseillerais pas comme ça non plus à d'autres élèves, de passer par la prof de philo. Non, moi c'est vraiment l'expérience en entreprise. Comme il le disait, travailler dans des boîtes dans des stages comme Ledger, comme Angle, comme Crypto.com, etc. Parce que c'est des gens qui travaillent là-bas depuis longtemps et donc du coup ils pourront vous donner plein de conseils et ça vous fera moins peur justement de rentrer dans ce monde parce que vous serez bien entouré. Juste une dernière, je connais la réponse. NFT, ça veut dire Not Fungible Token. Fungible, ça veut dire quoi? En fait, quelque chose de fongible, mettons une pièce d'1 €, c'est fongible parce que si madame là devant moi a une pièce d'1 € et que j'en ai une, on peut l'échanger. A priori, ça ne changera rien. Vous aurez toujours 1 €, j'aurai toujours 1 €. Quelque chose de non fongible, c'est donc deux choses. C'est un peu un mot compliqué pour dire unique, quoi. Si j'ai une carte Pokémon de Dracofeu et que la dame elle a un Ratata, bah désolé, mais je ne vais pas vous l'échanger parce que ma carte elle est beaucoup plus rare que la vôtre. Donc ça n'a pas la même valeur, c'est tout. Voilà. Ma porte d'entrée, moi c'est un peu différent parce qu'en fait mon frère, donc, qui était investisseur, il a commencé très tôt à s'y intéresser. Et du coup, quand j'ai pris un crédit étudiant pour éthique, je me suis dit, bah tiens, il y a moyen de se faire un peu de sous. J'ai mis un peu d'argent de ce crédit-là en crypto. Je ne conseillerais pas forcément de le faire. J'ai eu un peu de chance, et voilà, mais essayez avec des petits montants, on ne sait jamais. Voilà. Est-ce qu'à partir du coup de mon âge, donc 16 ans, est-ce qu'on peut commencer à investir? Parce que c'est peut-être un peu tôt, non? Enfin, à partir de quel âge? Alors, je pense qu'il y a un flou juridique et techniquement... En fait, la plupart des boîtes où vous devez mettre de l'argent en euros pour derrière investir en crypto-monnaie, là, ça ne va pas être possible. Il y a ce qu'on appelle une KYC, c'est Know Your Customer, super accent anglais. Donc, en fait, tu dois mettre ta carte d'identité, etc. Et là, ils te diront non, tu n'es pas majeur pour éviter les problèmes légaux. Après, techniquement, il y a moyen d'investir, mais je dirais attends quand même ta majorité et d'avoir tes sous.
Mais bravo de se poser ces questions dès ce plus jeune âge. Bravo. Non, c'est super. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, merci beaucoup. Ah, Si j'ai une dernière chose à ajouter, c'est qu'en fait, comme c'est un domaine qui révolutionne pas mal de pans de la société, il y a une effervescence de fou. Dans ce domaine-là, il y a parmi les personnes les plus intelligentes qui travaillent dedans, que ce soit des sociologues, des philosophes, des gens techniques, même des artistes, peu importe. Et donc en fait, rien que par curiosité intellectuelle, on rencontre des gens vraiment, vraiment très, très intelligents et même c'est assez écrasant par moments. Mais du coup, on apprend énormément en très peu de temps et ces personnes-là sont assez accessibles dans ce domaine-là. Donc franchement, n'hésitez pas à poser un maximum de questions et à vous y intéresser. Merci.